Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 215 de Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du secret des Golden State Warriors. Bon alors, comment allez-vous en cette matinée de reprise des matchs? Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir mine de rien. Bon, ça fait du bien aussi, hein, de cette petite pause, de ne pas avoir quelques matchs, mais ça fait plaisir de retrouver la saison régulière. Et oui, nous on regarde la saison régulière et on y prend du plaisir. La NBA, ça commence pas en play-off, hein. Mais bref, aujourd'hui, programme très simple, hein. Programme très simple puisque nous allons nous faire un petit focus sur les Warriors. Les Warriors qui sont bons depuis une dizaine de matchs. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu le secret. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Il est possible qu'on parle un peu de Jonathan Kuminga. J'en dis pas plus. Et comme d'habitude, pour soutenir le podcast, y compris les formats courts de moins d'une heure, et oui, comme aujourd'hui, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, un petit like sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du secret des Golden State Warriors. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, allons-y. Qu'est-ce que ce fameux secret de Golden State? Bon, il n'est pas très difficile à deviner, ou en tout cas, le quoi est évident, mais ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, bien sûr. Et donc le quoi, je pense que vous le savez déjà, ça a été un peu le début du tournant de la saison. En tout cas, c'est la titularisation de Jonathan Kuminga. Bon, ça en même temps, voilà, c'est pas très compliqué à deviner non plus de voir la corrélation entre les deux événements, entre Golden State qui va mieux et cette titularisation, mais comme dit, le plus intéressant, c'est aussi de savoir pourquoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pourquoi est-ce que Steve Kerr a voulu faire ce move. Et c'est vrai que, pour le coup, là, j'enregistre pendant la pause du All-Star Game, donc pendant le All-Star Break. Désormais, nous avons quelques jours de repos. Vous le savez, et en entrant dans ce break du All-Star Game, les Warriors étaient à 8 victoires pour 3 défaites sur les 11 derniers matchs. Donc, voilà, pour une équipe qui était, mine de rien, assez moribonde avant ça, c'est un run plutôt pas mal. Même excellent. Et sachant que, d'autant plus, que leur défaite était contre les Lakers en double overtime, et ça se joue à la fin sur une faute un peu maladroite de Draymond Green qui donne de lancer franc. On a fait ce match, d'ailleurs, sur Twitch, si ça vous dit de voir le replay. On a décrypté un peu tactiquement ce match-là, c'était passionnant, un des matchs de l'année, donc vous pouvez voir la chaîne YouTube si ça vous dit, mais bref. Le propos, c'est aussi de dire que finalement, une défaite en double prolongation, bon, ça va, il y a pire. Une défaite contre les Clippers, qui sont peut-être la meilleure équipe de NBA actuellement, je pense, ou pas loin. Et puis une défaite aussi à Atlanta, en prolongation. Donc, 8 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites sont pas du tout déshonorantes. Et même d'autant plus que, dans ce lot, dans ce run-là, il y avait une victoire contre les Phoenix Suns. Donc c'est quand même pas rien, parce que les Suns, depuis un mois, ça commence enfin à carburer comme un top 3, top 4 de conférence, comme on l'attend depuis le début de saison. Donc voilà, on est vraiment sur un très bon run qui pourrait ressembler à un tournant pour la saison des Warriors, qui avant ce run de 8 victoires, 3 défaites, était mine de rien à 19 victoires pour 23 défaites. 19 victoires, 23 défaites, donc un bilan négatif. Ils étaient 11e ou 12e de conférence avant ce tournant, avant cette titularisation de Kuminga, qui est donc effectivement le changement qu'on peut pointer du doigt à la date du 27 janvier, je crois, précisément. Donc voilà, c'est ça le gros changement, le gros tournant. C'est pas vraiment le secret c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce move, mais c'est vrai que voilà, c'est un changement majeur, là, cette titularisation de Kuminga, mais même plus que ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au seul fait de voir qui démarre les matchs ou pas. C'est même beaucoup plus profond que ça, à mon sens. C'est un vrai changement et un vrai tournant stratégique, puisque avant ça, sur la première partie de saison, en tout cas la majorité de la saison, donc Kuminga était à 23 minutes par match. 23, ce qui est donc finalement assez peu. Un joueur de banc, mais
bon, assez anecdotique, hein, mais finalement, à 23 minutes de jeu par match à peine, a d'un coup, après le 26 ou 27 janvier, quasiment 34 minutes par match. Donc, vous voyez que c'est pas seulement une question de qui démarre ou qui ne démarre pas. On a vraiment une rotation de joueurs, hein, un roster de qui joue qui a été bouleversé. On a un nouveau visage de la part de Golden State, et c'est quand même pas rien. Et même au-delà de ça, pour illustrer un peu toujours ça, avant même qu'on ait cette titularisation, qu'il rentre dans le 5 à l'occasion de ce match en double prolongation contre les Lakers, qui était le premier match avec cette configuration, mais avant ça, avant cette titularisation, on avait déjà un Kuminga qui avait commencé à être intégré beaucoup plus dans le jeu, qui était déjà sur les 5 matchs avant d'être titulaire à 28 minutes par match. Donc vous voyez que c'est pas que le fait de démarrer ou pas démarrer. Déjà, les 5 matchs avant cette titularisation, il avait déjà un rôle bien plus grand, 28 minutes par match, plus de 25 points par match en moyenne, avec un 9 sur 12 contre Chicago, un 9 sur 18 contre Memphis, un 10 sur 18 au tir contre Milwaukee. Vous vous souvenez peut-être de ce match en prime time. Un fameux aussi, le fameux 11 sur 11 au tir contre Atlanta, qui avait marqué les esprits. Et puis, avant le match des Lakers, il y avait eu aussi une performance à 12 sur 19 au tir contre les Sacramento Kings. Donc voilà, c'est vraiment ça le changement, c'est ça le secret, en tout cas en partie, mais c'est un vrai changement, un vrai tournant. C'est pas juste des petits ajustements dans la rotation, non. On a un vrai bouleversement et un vrai choix stratégique de dire, ok, on va changer la manière dont on pense, dont on joue, on va un peu changer tout ça, et c'est illustré par cette prise de position, d'importance plutôt, pardon, excusez-moi, cette prise de responsabilisation majeure de Kuminga, qui est passé d'un joueur de banc assez banal à 23 minutes par match à un titulaire à plus de quasiment 34 minutes par match. C'est quand même pas rien. Et c'est vrai que ce changement, cette titularisation, ce changement, ça peut amorcer, et ça a semblé amorcer un vrai tournant. Je peux vous donner d'ailleurs quelques chiffres très rapidement, mais avant ça, sur la première partie de saison, donc jusqu'au 26 janvier, les Warriors étaient à 0 de net rating. Donc, je vous ai déjà donné le bilan de victoire-défaite, 19-23, donc négatif. Mais même en termes de fond de jeu proposé, on peut le dire comme ça, le net rating, donc littéralement en français, le différentiel attaque-défense, à quel point c'est le but du basket, de marquer plus que l'adversaire. Donc, le net rating, c'est différentiel attaque-défense par 100 possessions. Et donc, les Warriors, avant le 26 janvier, étaient à littéralement 0,0. Donc, un net rating littéralement nul. Ils ne créaient pas de différence par rapport à leurs adversaires en moyenne. Et avec ce net rating, ils se classaient 17e de NBA. Donc si on considère un peu que cette stat, le net rating, différentiel attaque-défense, encore une fois le but du basket, c'est un peu le reflet du niveau de jeu, les Warriors étaient milieu de tableau. Ils étaient 17e de NBA sur 30, donc vraiment en plein dans la moyenne, une moyenne assez peu intéressante. Et après ça, après le 26 janvier, donc sur les 11 derniers matchs jusqu'au All-Star Break, plus 7,2 de net rating. Donc cette fois, un net rating positif. Plus 7,2 points de différentiel créé par 100 possessions en moyenne. Ce qui les classait 5e de NBA. Donc, de 0 de net rating à plus 7, mais surtout, en termes de classement, une équipe qui était assez banale, 17e sur 30 à 5e sur 30, avec la 11e attaque de NBA, ce qui était déjà le cas avant, d'ailleurs. Avant, c'était 11e attaque et 23e défense, il y avait des problèmes de défense. Là, on a la 11e attaque depuis le 27 janvier, 11e attaque et 6e défense. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas que la titularisation, évidemment, de Kuminga. On a aussi le retour de Draymond Green, de suspension, qui était là les derniers matchs, qui n'était pas là pendant une bonne partie de la saison. Vous savez, avec la fameuse suspension qui a duré pas mal de temps. Et donc, quand t'as pas Draymond Green, bah oui, t'es quand même moins bon défensivement. Et puis l'autre nuance aussi à dire, sur le fait que c'est pas que Kuminga, mais je vais expliquer aussi pourquoi. L'autre nuance, c'est que, attention évidemment avec ces chiffres, d'ailleurs en général je ne les cite pas, j'aime pas du tout les utiliser, mais je me suis dit, je vais les citer un peu en valeur d'illustration, on va dire, juste pour, voilà, si vous devez retenir un truc, c'est pas le 7,2 à la lettre près ou au chiffre près, à la virgule près, non, on s'en fiche un peu. Attention avec ces histoires d'échantillons très petits. Mais l'idée, en gros, à retenir, c'est qu'on est passé d'une équipe assez moribonde à une équipe qui, pour le coup, est bonne. Voilà. Faut pas retenir plus que ça.
Faut pas aller chercher trop loin au premier degré ces chiffres-là sur de tels échantillons aussi petits. Mais voilà, on est passé d'une équipe moyenne à une équipe qui performe hyper bien depuis une dizaine de matchs. Mais donc, la question maintenant, c'est pourquoi? Et c'est là qu'on arrive à ce fameux secret. À mon sens, en tout cas, ce n'est que mon interprétation et que ma lecture des événements et de pas mal de matchs que j'ai pu voir sur ce run, finalement. J'en ai vu quand même pas mal. Pour moi, le secret, quel est le secret de Golden State depuis 10 matchs? Le secret, pour moi, c'est le jeu de transition. Voilà, clairement, pour moi, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a eu ce changement, et c'est aussi ce qui était à la base de ce renouveau, peut-être. Mais clairement, pour moi, c'est ça, c'est la transition, et donc la contre-attaque, à l'inverse de, vous le savez peut-être, de ce qu'on appelle le jeu posé, le jeu sur demi-terrain, où on remonte la balle tranquillement, on fait son système, on fait son attaque, et puis on repart de l'autre côté. À mon avis, le vrai tournant, et pourquoi est-ce que Steve Kerr a décidé de faire ça, pour moi, c'est la transition. Et parce que, en vérité, il faut dire que les Warriors, sur cette première partie de saison, jusqu'à il y a 10 matchs, 10-12 matchs, les Warriors étaient quand même catastrophiques en transition. Mais vraiment. Golden State était vraiment lamentable. C'est-à-dire qu'au niveau de l'attaque, sur demi-terrain, sur jeu posé, les Warriors étaient 11e de NBA, donc plutôt pas mal sur du jeu posé, jeu de demi-terrain, 11e sur 30 évidemment. En transition, par contre, c'était un peu l'inverse. Les Warriors, jusqu'au 26 janvier, étaient 29e sur 30 en termes de fréquence de transition. Et encore, je vous dis 29e, mais ils sont quasiment 30e à 0,1 près. Ça se joue pas beaucoup avec les Chicago Bulls. Mais voilà, grosso modo, les Warriors, plutôt bonne attaque de demi-terrain, mais par contre, catastrophique en transition. Et notamment, d'ailleurs, un truc qu'on voyait d'ailleurs en match, c'est pas que les stats, bien sûr, parce que les stats, ça décrit juste ce qu'on voit en match, mais même visuellement, c'était pas une équipe très explosive à cause du personnel qui était mis sur le terrain, et donc, plus précisément, les contre-attaques après un rebond défensif, on peut séparer les contre-attaques en après une interception ou après un rebond défensif, et bien après un rebond défensif, on était sur la 29e meilleure attaque de NBA. En transition, je veux dire. 29e sur 30. Donc voilà, assez mauvais. Et que se passe-t-il après? Donc après la date du 27 janvier, eh bien les Warriors sont 15e de NBA. 15e sur 30 en termes de fréquence de transition, de nombre de contre-attaques, on peut dire. Et pour le coup, c'est vrai que sur l'efficacité en elle-même de ces contre-attaques, il n'y a pas de changement majeur, même vraiment pas du tout. Les Warriors ne sont pas plus efficaces, mais par contre, comme vous voyez, ils sont passés de bons derniers en nombre de contre-attaques à plutôt dans la moyenne. Et vous allez me dire, c'est pas très intéressant non plus, c'est pas un changement spectaculaire. Mais en vérité, si, ça l'est. C'est quand même assez important parce que la manière de considérer la contre-attaque, c'est pas tant finalement de comparer l'efficacité d'une équipe en contre-attaque à l'efficacité d'autres équipes en contre-attaque, parce que, dans le fond, un peu tout le monde est efficace en contre-attaque, en fait. Alors on a évidemment des différences, mais le truc qu'il faut retenir, surtout avec la transition, c'est que ce qui est important, c'est le volume. C'est ça qui est important, parce que il y a un tel niveau, un tel écart d'efficacité entre du jeu posé et de la transition que souvent, même si vous n'êtes pas une très bonne équipe en termes d'efficacité sur contre-attaque comme les Warriors, eh ben même eux qui sont plutôt dans le bas de la ligue en termes d'efficacité sur contre-attaque, mais même pour eux, remplacer des possessions de demi-terrain par des possessions de contre-attaque, c'est un gain de rentabilité et de productivité phénoménal. Et donc, concrètement, la moyenne sur demi-terrain des Warriors, qui sont plutôt une bonne attaque de demi-terrain, c'est 1,04 points par tir sur demi-terrain, sur jeu posé, 1,04. La moyenne sur transition, alors que les Warriors ne sont pas très bons en efficacité par possession de transition, c'est 1,14. Donc c'est là où la notion de volume, elle est essentielle, parce que, si vous voulez, le fait de passer de quasiment aucune contre-attaque à plutôt pas mal de contre-attaques, ça fait que, très simplement, vous transformez des possessions où avant vous les auriez jouées en demi-terrain, et donc des possessions qui avant rapportaient en moyenne 1,04, vous les transformez en possessions qui désormais valent 1,14.
Donc, l'efficacité, oui, il ne faut pas non plus la négliger, mais le vrai point central de toute discussion sur transition, et on n'a pas le temps d'aborder le cas Ben Simmons, mais je le ferai un jour, peut-être, mais la vraie valeur de la transition, c'est dans le volume. C'est dans la capacité à transformer des possessions qui auraient dû être demi-terrain en de la contre-attaque, et en des points beaucoup plus faciles en moyenne. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de possessions ne change pas dans un match pour une équipe, grosso modo, à part de manière assez mineure avec des interceptions ou du jeu de possession, rebond offensif, etc. Mais grosso modo, vous allez toujours avoir le même nombre de possessions à jouer. Et donc, l'intérêt, c'est qu'avec un nouveau personnel sur le terrain, donc avec Jonathan Kuminga, vous allez réussir à transformer, à courir plus et à transformer certaines des possessions où, avant, vous remontiez la balle très simplement et vous jouiez des possessions en moyenne 1,04 points par tir, en caricaturant très grossièrement. Désormais, en courant un peu plus vite et en ayant un personnel différent sur le terrain, vous avez aussi pas mal de possessions qui deviennent à 1,14. Et donc, ça aide forcément à faire monter le total. Donc pour moi, c'est ça un peu le secret ou une partie de l'explication et du changement de personnel, il est aussi là-dessus. Il est sur le jeu en contre-attaque, déjà offensivement, où je pense que vous l'avez tous remarqué, mais il y a pas mal d'exemples. J'ai vu le match des Lakers, j'ai vu le match des Clippers, j'ai vu le match contre Phoenix, j'ai vu le match contre Utah aussi, durant ce run. Bon, mais il y a des exemples assez frappants de, plutôt que d'avoir Darius Saric ou plutôt que d'avoir Kevin Looney à l'intérieur, quand vous avez Kuminga qui a des défauts, mais qui reste beaucoup plus jeune, extrêmement athlétique, très grand, très rapide, explosif, tout ce que vous voulez, même au-delà des stats, si on jette les stats à la poubelle, si vous voulez, si vous n'êtes pas très stat, il y a pas mal de fois où vous pouvez voir concrètement et visuellement, comme on dit, le fameux eye test, vous voyez qu'il y a plein de situations où il y a une accélération du jeu et des opportunités qui sont créées en contre-attaque, premièrement, et puis même si ces possessions accélérées n'aboutissent pas sur des points, entre guillemets, sur contre-attaque, un panier ouvert avant la défense, etc. Mais il y a des fois aussi où le simple fait que Draymond Green accélère ou Kuminga accélère, etc., parfois ça aboutit aussi, ça permet de créer des mismatchs en transition, et même si on n'arrive pas de suite à avoir un tir ouvert sur la contre-attaque et on est obligé un peu de ralentir, on a quand même un mismatch qui a été créé. Parce que Kuminga, il est allé tellement vite qu'il y a un arrière, il y a Clarkson au Jazz qui a été obligé de prendre la responsabilité de Kuminga, mais du coup, ensuite, on n'a pas le temps de reset la défense, de se remettre à plat avec les bons match-up, et donc, la possession sur demi-terrain qui s'ensuit, elle est plus facile parce qu'on a un match-up, on a un mismatch d'ailleurs, quelque part, ou deux, à exploiter. Donc même, je pense que le bienfait de la contre-attaque offensive, il va au-delà des simples chiffres où je vous dis qu'ils sont à peine 15e de NBA en fréquence, ce qui est déjà beaucoup mieux que 30e ou 29e, mais il y a même une valeur supplémentaire sur cette création de mismatch en transition, qui est un truc vieux comme le monde, que vous avez déjà entendu parler sans doute. Donc, pour moi, le secret de ce changement, c'est la transition, d'abord offensivement, et puis aussi défensivement. Mais là, vous n'allez pas me croire. Je pense que vous n'allez pas me croire, parce que si je vous dis les chiffres, ça va pas du tout dans mon sens. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de... Les chiffres, il ne faut pas juste les lire, il faut aussi les interpréter et savoir de quoi on parle et qu'est-ce que les chiffres veulent dire. Mais pour vous dire un peu, défensivement, pour moi, le nouveau personnel sur le terrain, il vient aussi résoudre les problèmes de transition défensive des Warriors, même si pour l'instant, c'est pas évident. Mais je vais vous expliquer. Avant ça, première partie de saison, les Warriors étaient 23e sur 30 en termes de fréquence de transition, de contre-attaque autorisée à l'adversaire. 23e sur 30, donc plutôt mauvais. Et depuis le changement de personnel, ils sont 30e. Donc ils sont largement pires. Ce qui, déjà, première chose, c'est un peu contre-intuitif, quand on se dit... Mais non, pourtant Kuminga, ça court un peu plus vite. Si on a des line-up sur le terrain avec une raquette Kuminga-Draymond qui peut courir un peu plus que Kevin Looney, ça colle pas, quoi. Et c'est là que, de suite, je suis un peu obligé d'apporter une nuance. 30e sur 30 sur l'échantillon réduit de 10-11 matchs joués depuis la titularisation de Kuminga, certes, donc encore pire qu'avant, mais, il y a un mais. Déjà, premièrement, il y a des situations, encore une fois, visuellement, où on voit en match que le fait d'avoir un personnel différent, ça aide. Le fait d'avoir un Kuminga plutôt qu'un Kevin Looney,
Ça aide sur certains replis, et ça se voit très concrètement. Et puis, deuxièmement, et même surtout, on est sur un échantillon très petit, et surtout, le hasard, un échantillon très ciblé. Vraiment très ciblé. Et donc, concrètement, 30e sur 30 en termes de nombre de contre-attaques autorisées sur cette période, mais qui les Warriors ont-ils affronté sur cette période? Eh bien, ils ont affronté les Lakers, 2e de NBA en transition offensive, les Atlanta Hawks, 6e, les Clippers, 7e de NBA, les Indiana Pacers, 5e de NBA sur les transitions offensives, les Brooklyn Nets, 8e, les Phoenix Suns, 9e, et les Sixers qui, eux, ne sont que 16e. Ça reste quand même dans la moyenne. Mais voilà, sur l'échantillon de matchs qu'on a pu avoir avec ce line-up, le hasard du calendrier fait qu'ils ont affronté que des équipes qui étaient élites en transition, en nombre de transitions créées offensivement. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un chiffre pour l'instant qui est assez mauvais et qui ne colle pas vraiment avec certains éléments qu'on a pu voir visuellement, de certains replis défensifs qui sont mieux grâce à un personnel différent et plus mobile. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que sur un échantillon beaucoup plus grand, et quand ces Warriors-là, avec ce line-up-là, auront affronté d'autres types d'équipes, notamment plus mauvaises en transition, je pense que le chiffre va un peu se normaliser, comme on dit, et on aura des résultats beaucoup plus satisfaisants, à mon avis. Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est un peu ça pour moi, c'est un peu le point clé là-dedans, c'est que la transition, c'est un peu le secret de ce line-up, et à mon avis, une des parties, pas la seule, hein, bien sûr, mais une des parties importantes de pourquoi est-ce que Steve Kerr a voulu faire ce changement, c'est pour la contre-attaque. Parce que oui, quand on a une raquette avec désormais Kuminga qui joue 34 minutes par match, bah oui, c'est quand même plus mobile que quand on est obligé de jouer avec Kevin Looney, avec Dario Saric, ou avec le rookie Tracy Jackson-Davis, qui est plutôt mobile, mais quand même pas autant que Kuminga. Mais voilà, surtout Kevin Looney et Saric, on n'est pas sur le même type d'athlète, hein. On est même sur deux joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui sont quand même plutôt pas mal abîmés par les blessures, malheureusement. Kevin Looney, c'est pour les hanches. Dario Saric, c'est des blessures répétées depuis X années, et ça bouge plus très vite. Donc voilà, je pense que c'est aussi un peu le secret là-dedans. Je pense que cette équipe assez vieille des Warriors, qui d'ailleurs, je n'ai même pas cité, mais même Chris Paul, qui est blessé, mais qui a été là une partie de la saison, je pense que Chris Paul en défense de transition, ça doit pas aider non plus, surtout quand tu as et Chris Paul et Dario Saric et Kevin Looney ensemble sur le terrain. Bon voilà, ça explique un peu pourquoi les Warriors sont très mauvais en défense, en transition défensive ou offensive d'ailleurs. Mais voilà, quand tu changes un peu de personnel, quand à la place de Chris Paul, tu as Podziemski, quand à la place de Kevin Looney, tu as Kuminga, pour moi c'est un peu ça, parce que vraiment, cette équipe assez vieille, bah ouais, elle est encore compétente pour moi. Elle est encore compétente parce que Stephen Curry est encore un des 5 meilleurs attaquants de NBA, peut-être plus. Draymond Green, défensivement, sur demi-terrain, c'est encore un maestro. Je vous renvoie vers le Twitch qu'on a fait et le match contre les Lakers, qui est une masterclass de Draymond Green défensivement, si ça vous dit de voir. Donc oui, pour moi, on a encore à faire une très bonne équipe sur le papier et sur demi-terrain plutôt. Pas que sur le papier, sur demi-terrain. Le problème, c'est que d'autres équipes sont aussi bonnes sur demi-terrain, mais surtout vont aussi gratter de la valeur et des points ailleurs. Là où, à l'inverse, Golden State, cette équipe de vieux, ils en perdaient un peu des points sur contre-attaque, à la fois offensive et défensive. Donc là, je pense que il y a dû avoir un peu de changement côté Warriors. Alors, paradoxalement, le changement est venu après que Kuminga ait un peu insulté, ou non pas insulté, j'exagère, mais un peu râlé publiquement sur son coach et sur le coaching staff. Bon, la récompense qu'il a eue, c'est d'être titularisé et d'avoir un plus gros temps de jeu. Comme quoi, parfois dans la vie, ça sert de pas être gentil, hein. Note à moi-même, ou pour vous. Mais non, mais blague à part, effectivement, il y a eu cette déclaration. Depuis, il est rentré dans la rotation. Je pense que c'est pas que à cause de ça. Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est que c'est pas que le fait d'avoir allé et qu'il y a un front office qui a dit ah ouais, il faudrait le faire jouer et tout. Non, je pense qu'il y a aussi des raisons un peu tactiques derrière ça. Il y a la transition, mais pas que. Et on va y venir aussi. Mais la transition, il y a un aspect pour moi qui est très important parce que, comme dit, c'est une équipe qui est totalement compétente sur demi-terrain offensif et défensif, mais qui perd aussi, de manière factuelle, ils perdent des points par rapport aux autres. En tout cas, ils ne gagnent pas des points que certains arrivent à gagner et à gratter ailleurs, notamment la contre-attaque. Alors que là, désormais, sans Chris Paul, avec un Kevin Looney qui est beaucoup plus mineur, voire même anecdotique dans la rotation, avec un Saric aussi plus anecdotique, et à l'inverse avec Podziemski, avec Lester Quinones, avec à l'arrière évidemment, et donc avec désormais aussi Kuminga en rôle majeur à l'intérieur, ouais, ça bouge plus.
ça bouge plus des deux côtés du terrain. Ça se voit déjà en attaque, transition offensive. Ça se voit pas encore en défense, mais ça se voit sur certaines séquences, en tout cas, on va dire. Mais voilà, pour moi, la transition est un aspect, mais, il y en a d'autres. Et oui, la transition n'est pas le seul aspect où je pense que Kuminga fait du bien, et pourquoi est-ce qu'on a eu ce repositionnement, ce changement de stratégie. Pour moi, il y a aussi d'autres éléments. Premièrement, d'ailleurs, le spacing. Je pense qu'on peut évacuer ça directement. Le spacing, parce que Kuminga n'est pas un bon shooter. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte que, et vous le savez, il ne faut pas s'en rendre compte, mais Kuminga est aussi beaucoup plus dynamique que Kevon Looney ne l'est. Et beaucoup plus dynamique que Dario Saric, qui est un peu un meilleur shooter, évidemment, mais aussi plus dynamique que Saric. Et même que Tracy Jackson-Davis, d'ailleurs, à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que je fais surtout la comparaison avec Kevon Looney, qui avait un temps de jeu assez important sur la première partie de saison? Je pense que les deux sont des non-shooters, ou alors un est non-shooter et l'autre est mauvais shooter, si vous voulez, mais les deux ne sont pas respectés. Et pourtant, je pense qu'il y a un changement majeur et que l'attaque est moins handicapée avec Kuminga qu'elle peut l'être avec Kevon Looney. Alors, dans les deux cas, c'est pas parfait, et je pense que même la raquette Kuminga, Draymond Green, c'est peut-être beaucoup, on en reparlera tout à l'heure, mais en effet, on a encore deux non-shooters sur le terrain, en tout cas deux joueurs non respectés ensemble sur le terrain, donc il y a des fois, certains matchs, certaines situations contre les Lakers, contre les Clippers, contre le Phoenix, oui, on a vu que ça pouvait poser problème, ce manque de spacing, c'est vrai, mais je pense qu'il faut se rendre compte tout de même que il n'y a pas que le shoot qui compte, je veux dire, dans le spacing. Et l'avantage pour moi de Kuminga, c'est aussi un certain dynamisme et un écart abyssal de dynamisme entre Kuminga off-ball et Kevon Looney off-ball. C'est-à-dire que Kuminga, certes, il n'a pas de shoot comme Kevon Looney, mais par contre, il peut créer du spacing de par son mouvement, il peut créer une certaine respectabilité, en tout cas forcer son défenseur à le suivre, ou même tout simplement le fait d'être en mouvement, le fait de faire des cuts, le fait de poser des écrans, de faire des curls, de faire les fameux Zion cuts, vous savez, donc quand il parle de l'aile, et puis il plonge vers le panier un peu en trajectoire courbée, etc., etc. Donc finalement, certes, c'est un non-shooter, mais moi, je trouve qu'on a aussi pas mal de situations où, même sans shoot, on arrive un peu mieux à animer l'attaque parce que ça bouge plus, quoi. Parce qu'on a un joueur beaucoup plus dynamique que Kevon Looney, donc c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Donc même si il n'a pas de shoot, c'est quand même un peu mieux, je trouve. Ça, c'est un peu le premier aspect. Et puis le deuxième, c'est aussi que l'avantage de Kuminga par rapport à Looney, en termes de spacing, c'est que Kevon Looney, il est un peu obligé de faire partie du spacing, justement. C'est-à-dire que Kevon Looney, il peut pas trop avoir de ballon, il peut pas en faire grand-chose. Alors que, à l'inverse, Kuminga, il peut avoir le ballon. J'ai parlé un peu de son dynamisme off-ball, ses cuts, son activité, poser des écrans, sortir d'écran, rôder dans le périmètre, etc., le rebond offensif, etc., etc. Ok, mais aussi avec le ballon. Kuminga peut être un créateur. Il est d'ailleurs beaucoup plus utilisé, je trouve, depuis cette 10-15aine de matchs en créateur que par le passé. Et quelles conséquences ça a sur le spacing? La conséquence, c'est que quand Kuminga a la balle, il ne fait pas partie du spacing. Et oui, quand Kuminga a la balle, il ne fait pas partie des joueurs off-ball. Et donc, il n'a pas à constituer, à affecter en positif ou en négatif le spacing. On peut lui donner la balle, et il va être défendu par son propre attaquant, forcément. Et autour, il peut y avoir des shooters, ou alors même, à la limite, il peut y avoir Draymond Green aussi. Mais Kuminga qui a la balle, on supprime un peu, on atténue un peu cet effet de... il doit faire partie du spacing, il doit jouer off-ball. Alors que Kevon Looney, on ne pouvait pas trop faire ça. Kevon Looney faisait un peu partie, de facto, des finisseurs, des joueurs off-ball. Voilà, on ne pouvait pas donner la balle à Looney et le laisser opérer. Donc voilà, il y a aussi une manière de construire et d'opérer qui est différente. Kuminga peut avoir la balle, et donc, de facto, quand il a la balle, il ne fait pas partie du spacing, il ne fait pas partie des joueurs off-ball qui doivent espacer le terrain. Et c'est important. Surtout que, comme dit, on voit aussi de plus en plus de sets où il est responsabilisé. Je parlais du spacing off-ball. Il y a des cuts, des pick and roll un peu off-ball, ou en tout cas des écrans avec Stephen Curry où Curry remonte pour un shoot et puis lui il plonge au panier, ou plein d'actions comme ça. Mais même on-ball, même avec le ballon offensivement, on a aussi pas mal de ce que fait beaucoup d'ailleurs Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, les fameux pick and roll inversés.
Qu'est-ce que le pick and roll inversé? C'est un pick and roll où plutôt que le grand pose l'écran, c'est plutôt le petit. Et donc plutôt que d'avoir Kuminga qui pose l'écran, ça va être Stephen Curry. Voilà, très simplement. Stephen Curry ou bien Podziemski aussi, qui le fait pas mal. Donc on a aussi pas mal de séquences où, pour en revenir à ce que je disais sur le spacing, quand vous avez Kuminga sur le terrain et qu'il a la balle, et qu'autour vous avez Podziemski qui vient lui poser un écran et plus 3 shooters, le spacing est bon malgré le fait d'avoir Kuminga sur le terrain. Et le fait est qu'on trouve de plus en plus de sets, je trouve, avec Kuminga utilisé en porteur de balle, en créateur. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de la transition. Le deuxième point important pour moi, c'est aussi le spacing, où il n'y a pas plus de shoot techniquement, mais il y a plus d'espace, il y a plus de mouvement, il y a plus de façons d'occuper une défense et d'occuper des défenseurs et de perturber une défense. Voilà. C'est peut-être parfois une notion qu'on sous-estime. Le spacing, c'est pas que du shoot. Et avec Kuminga, on a un peu ça, on a un peu cette illustration. Et puis, troisième élément ultra important, pour moi, c'est aussi la défense. Évidemment. J'ai parlé du dynamisme offensif, mais le dynamisme défensif est aussi beaucoup plus là avec Kuminga. Et notamment, je pense qu'on a affaire à une défense notamment beaucoup plus dynamique que ça pouvait être le cas avec, encore une fois, malheureusement, Kevin Looney qui a plus de hanches ou Darius Saric qui peut plus bouger. Hein. Darius Saric, on est à 75% de Gallinari, quasiment, qui lui ne bouge plus du tout. Mais voilà, plutôt que d'avoir ces joueurs-là, on a désormais une raquette beaucoup plus mobile, beaucoup plus vive. Et pour moi, ça change tout parce que on a aussi affaire du coup à une défense qui se veut et qui peut être beaucoup plus polymorphe, qui peut avoir des schémas très différents et qui, évidemment, peut pratiquer des défenses beaucoup plus agressives ou alors des défenses qui vont s'adapter beaucoup mieux, etc., etc. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est assez important, c'est que Kevin Looney ou Darius Saric, ce sont des intérieurs. Ce sont vraiment des intérieurs. Défensivement, je veux dire. C'est-à-dire que, en termes de couverture de pick and roll, c'est du drop, parfois un peu de edge, mais pas beaucoup plus. Alors que, c'est là aussi un des secrets. J'aurais pu appeler ça le secret, le deuxième secret de Kuminga, mais Kuminga n'est pas un intérieur, défensivement. En tout cas, pas que, et même pas vraiment. Donc c'est là-dessus où la raquette, entre guillemets, c'est désormais Kuminga et Draymond Green, mais en fait pas vraiment, parce que Kuminga, il a une telle polyvalence de défenseur on-ball qui peut être placé sur un nombre de match-up assez incroyable. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu contre des petits arrières ou meneurs, parfois, avec sa mobilité, il est capable de tenir sur des switches, ou même sur des match-ups directs. Il peut être sur des ailiers beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds, on l'a vu sur Kevin Durant, on l'a vu sur LeBron James, etc., etc. Et puis aussi, il peut, dans le même temps, prendre quelques intérieurs aussi. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ça rajoute un peu à ce fameux dynamisme, cette flexibilité, plutôt. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, mais on a affaire à une défense beaucoup plus flexible. Et surtout, avec Looney ou avec Saric, on était un peu obligé de les laisser en défense intérieure. Donc. Et pareil pour Tracy Jackson-Davis, d'ailleurs. Lui aussi. Le jeune Tracy Jackson-Davis qui est plutôt un intérieur. Et qui peut jouer que ça. Avec Kuminga, finalement, Kuminga, on peut le placer sur à peu près n'importe qui sur le terrain, défensivement. Son défaut, c'est que Kuminga, c'est pas du tout un défenseur off-ball avec un volume de protecteur du panier, etc., etc. Mais par contre, on-ball, il peut être mis sur pas mal de monde. Et donc, pourquoi c'est intéressant et important dans cette notion de flexibilité, de schéma défensif? Le fait est que, du coup, on peut déployer défensivement Draymond Green de beaucoup plus grande manière. Le fait que Kuminga peut être placé sur à peu près n'importe qui fait que on n'est pas obligé de se dire, bon, on a ce truc fixe de Kevin Looney, il doit défendre sur le gros parce que c'est le gros, et donc ensuite, Draymond Green, tu vas là du coup, ou tu vas là du coup, en fonction de qui tu as sur le terrain. Non. Avec Kuminga, c'est un peu l'inverse. Kuminga, tu peux le mettre à peu près sur n'importe quel match-up offensif, des grands ou des petits ou des ailiers, et donc ça permet aussi de déployer Draymond Green de manière un peu différente. Et c'est là qu'on retrouve ce côté défense très polymorphe, ou très dynamique, ou très flexible, si vous voulez, c'est-à-dire que on peut partir sur des schémas totalement de switch, premièrement. On peut aussi partir sur des schémas où Draymond Green est un peu plus off-ball, un peu plus dans un rôle de safety défensif, ou plutôt que de devoir se taper tel match-up parce que selon le line-up, chacun prend le moins pire pour lui, Draymond Green peut aussi être sur un non-shooter,
sur un extérieur et que Kuminga prend un gros ou un gros ailier. Et donc, Draymond Green peut un peu être le safety défensif qui a moins de responsabilités, qui peut faire le fameux roamer, qui peut aller autour du panier, etc., etc. Et j'insiste parce que c'est vraiment un point clé, ça. C'est pas juste le gain de mobilité, c'est le gain de polyvalence schématique. Le fait que Kuminga peut aller sur plein de match-ups fait que on peut aussi, et surtout, déployer défensivement Draymond Green de manière très différente et beaucoup plus variée. Et les résultats sont là. Parce qu'à la limite, je vous ai parlé un peu de la défense, de la transition, pardon, lapsus révélateur. Je vous ai parlé de la transition comme un peu le secret. En vérité, on a aussi la défense, qui est un point clé. Qui est vraiment un point clé, parce que depuis cette quinzaine de matchs, plutôt 11-12 matchs, j'ai dit, depuis le 27 janvier, Golden State a la première fréquence défensive de NBA au panier. Les Warriors sont premiers de NBA. C'est-à-dire que depuis que Kuminga est titulaire, les Warriors sont l'équipe de NBA qui autorise la plus petite fréquence, le plus petit nombre de tirs au panier. Ce qui, vous en doutez peut-être, est un point ultra important. Et pour une raison qui est évidente, qui est que les tirs au panier sont les tirs les plus rentables du jeu. C'est les tirs avec la plus grande probabilité de réussite, les tirs les plus rentables qui rapportent le plus de points, évidemment, en moyenne. Donc c'est là aussi le nouveau gain défensif de ces Warriors, c'est que le fait de pouvoir adopter des schémas très différents, et qu'on a vu contre les Suns, on a vu des schémas très différents, contre les Lakers, contre les Clippers aussi, ça a pas mal changé. Bref, les résultats sont là. Le fait est que on peut notamment utiliser Draymond Green un peu plus différemment, un peu plus libre aussi, et de manière plus générale, on a aussi une défense plus dynamique. On n'a plus d'ailleurs des défenseurs qui étaient mauvais et un peu ciblés, parce que, bon, Saric, tout le monde sait que Saric est ciblé. Kevin Looney, je pense qu'assez peu de monde le sait, ou en tout cas veut le reconnaître, parce que c'est un petit chouchou, c'est un petit col bleu, un travailleur de l'ombre, etc. Mais Kevin Looney se fait attaquer et cibler tout le temps sur pick and roll. Tout le temps. Et donc ça offre un peu une réponse à l'attaque adverse. C'est un moyen d'attaquer assez évident. Et donc le fait que les Warriors ne proposent plus Kevin Looney sur des temps de jeu importants, mais plutôt Kuminga, fait que l'attaque, elle doit attaquer ailleurs, quoi. Il n'y a pas cette solution facile. Et donc, comme dit, les Warriors sont l'équipe qui autorise le moins de tirs au panier depuis une dizaine de matchs de toute la NBA. Et vu que c'est le tir le plus rentable, évidemment, c'est plutôt pas mal pour booster un peu le defensive rating et la défense, le niveau défensif, et même, plus que ça, ils sont premiers de NBA avec 25% de tirs autorisés au panier. 25% des tirs qui sont pris contre Golden State sont au panier. Ils sont premiers avec ce score-là. Le deuxième au classement, sur les 10-12 derniers matchs, c'est Minnesota, à 29%. 29,4%. Ensuite, troisième Boston, 29,4%. Miami, quatrième, 29,8%. Donc, non seulement Golden State est premier, mais ils sont premiers avec un écart faramineux. 25% de fréquence de tir autorisée au panier défensivement. Et puis le deuxième, le troisième et le quatrième sont à 29. Donc il y a un vrai écart. Et à mon avis, c'est aussi dû à la flexibilité de line-up que permet un Jonathan Kuminga qui, justement, n'est pas un intérieur. Et qui permet, du coup, de déployer les autres joueurs un peu différemment. Alors après, est-ce que tout est parfait ? Est-ce qu'on est lancé sur les Warriors qui vont aller en finale de conférence, voire au titre NBA, tant qu'à faire, on peut s'enflammer ? Non. Il y a quand même pas mal de... quelques nuances, en tout cas, à mettre là-dessus. Le premier, bien sûr, c'est l'échantillon. L'échantillon de tout ça, on est sur des performances qui sont sur un échantillon réduit. On est sur, comme dit, sur 11 matchs. Bon, déjà, l'échantillon, premièrement, il y a la taille de l'échantillon qui n'est pas grand, donc attention à ne pas se projeter sur la fin de saison à partir seulement de ces 10 matchs. Ça peut être juste une forme, un état de forme un peu en surchauffe, par exemple. Donc déjà, il y a la taille de l'échantillon qui est à prendre en compte sur ses bonnes performances, mais aussi la qualité de l'échantillon, si je puis me permettre un peu, puisque, bon, mine de rien, les bons adversaires qu'ils ont rencontrés sur ces 11 matchs, c'était les Lakers qui, pour beaucoup, sont pas forcément non plus une équipe géniale, mais tout de même, donc, Lakers, Clippers et Phoenix. Donc sur les 11 matchs, il y a eu aussi
3 bons adversaires. Et le reste, c'est c'est les Pacers, c'est les Sixers sans Joel Embiid, c'est les Brooklyn Nets un peu catastrophiques, c'est Atlanta qui est quand même très moyen. Bref, voilà, ce fameux, pour ça que je disais tout à l'heure aussi, le net rating à prendre avec des pincettes et tout, à cause de l'échantillon. Déjà parce que la taille de l'échantillon est très petit, mais aussi l'échantillon n'est peut-être pas représentatif de le reste de la saison, premièrement, mais aussi des playoffs. C'est pas parce que là, ils font de très belles perfs, notamment défensives contre des Brooklyn Nets ou des Hawks ou des Sixers qui n'ont pas Embiid ou des Pacers que ça va être le cas, ça peut se transposer de la même manière en playoff contre des attaques d'élite. Non. Donc déjà, je pense qu'on peut ne pas s'enflammer. En tout cas, première nuance, sur ce très bon passage des Warriors, est-ce qu'ils vont continuer avec un net rating sur le reste de la saison à plus 7,2 ? Non, parce que c'est un net rating qui, certaines années, peut vous faire être la première équipe de NBA. Donc je pense pas. Je sais pas. En tout cas, c'est une nuance à garder en tête. Et puis, l'autre nuance que je mettrai également, en prévision et en projection pour le play-in ou les playoffs, c'est aussi quid des match-ups. C'est un point important. Parce que, admettons que c'est relativement vrai ce qui se passe actuellement, et je le pense en plus en partie. Je pense que c'est assez concret, hein, même si je dis attention à l'échantillon, mais il se passe quand même des trucs concrètement, tactiquement, il se passe des trucs bien, et l'équipe est meilleure en effet. Mais, pour moi, attention, parce qu'en play-in ou en play-off, ça se joue aussi à un match-up. Et c'est là-dessus où non pas que je m'interroge sur cette défense notamment, ou sur certains autres éléments, mais à quel point est-ce que si tu arrives sur le mauvais match-up en play-in ou en play-off, est-ce que certaines faiblesses de ce nouveau line-up peuvent pas être un peu plus exposées ? Est-ce que, classique, hein, est-ce que si tu dois rencontrer un gros créateur intérieur, par exemple un Jokic, est-ce que ce fameux line-up très flexible, tu peux tenir avec seulement Kuminga et Draymond Green qui sont à 35 minutes par match ? Est-ce que tu vas pas être obligé de ressortir de ta boîte un Kevin Looney pour tenir un peu défensivement, isolation ou post-up Jokic, et donc du coup, c'est un peu compliqué derrière. Mais je prends un exemple comme ça, mais en playoff, finalement, il y en a plein des exemples comme ça, de match-up un peu, de match-up défensif ou offensif. Donc il y a un peu ce truc où, d'accord, c'est bien sur 11 matchs, mais attention parce que ça peut ne pas se transposer aussi bien en playoff, surtout qu'en playoff ou en play-in, tu as affaire à une équipe ou deux, mais avec un match-up particulier. Et puis mon autre inquiétude, qui pour l'instant, on ne l'a pas trop vu, mais mine de rien, c'est la question du spacing. C'est un peu ça. Parce que, certes, ça n'a pas été... C'est mieux, parce que ça bouge un peu plus. On a pas mal de sets avec Kuminga utilisé off-ball, des écrans, des alley-oops, des cuts, etc., etc. Ok, c'est un peu mieux que Kevin Looney qui, de facto, était obligé de pas bouger. C'est un peu mieux, mais ça reste, en 2024, une raquette avec 2 non-shooters. Et donc, c'est un problème qui, à l'échelle de la saison régulière, n'est pas catastrophique. Mais à quel point ce mini point tactique en 2024, avoir 2 non-shooters en play-off, à quel point est-ce que ce défaut qui ne paraît pas majeur peut soudainement le devenir en play-off. En play-off où les meilleures défenses adverses, et sur une série de play-off, on va chercher à amplifier le défaut de l'adversaire. Donc à quel point est-ce que ce qui pour l'instant est un peu une limite modérée, va-t-on dire, à quel point est-ce que ce problème ne peut pas être amplifié et finalement complètement handicaper les Warriors sur une série de playoffs ou sur un match de play-in, etc., etc. Pour moi, c'est un point clé à garder en tête parce que à partir de là, si tu as affaire à une défense qui ne respecte aucun des deux et que tu n'arrives pas de manière un peu tactique, créative, à passer outre, comme tu peux le faire en saison régulière, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes sur un line-up avec les deux, mais du coup, tu handicapes l'attaque, ou est-ce que du coup, en conséquence, tu changes, tu repasses avec plus de shoot, mais donc plus cette configuration-là défensive, c'est toujours un peu compliqué. Les fameux les fameux vases communicants, comme on dit. Mais bref, on va essayer de pas faire trop long, on va s'arrêter là. Mais c'était un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des choses concrètement qui sont très intéressantes de la part de ces nouveaux Warriors, avec pour moi le jeu de transition qui peut être un point clé du reste de la saison, parce que on a affaire à une équipe de vieux, donc tout point facile, grappiller en attaque et sauver en défense avec ces line-up beaucoup plus mobiles et beaucoup plus transition friendly, pour parler un peu dans la langue de Shakespeare. C'est des points, c'est génial. Et s'il y a un peu de gratté, de la valeur dans la transition, c'est génial. Sur demi-terrain, le spacing,
c'est mieux. Tout en ayant, d'ailleurs, parce que, oui, on peut aussi faire jouer Saric 35 minutes par match pour le spacing, mais derrière, on va le piller en défense. Donc voilà. Encore une fois, les fameux vases communicants. mais voilà, donc la transition, le spacing un peu mieux. En tout cas, spacing. L'organisation offensive, peut-être, on peut plutôt l'appeler comme ça. Et puis, troisièmement, la défense et cette polyvalence schématique extrêmement intéressante du côté des Warriors qui, je ne l'ai pas dit, mais sur les 11 matchs en question, n'ont pas non plus de la chance au niveau du shoot adverse. Faut pas se dire qu'ils ont une des meilleures défenses de NBA depuis 10 matchs parce que les adversaires ne mettent pas leurs 3 points. Non, ils subissent une efficacité qui est dans la moyenne, dans la norme, 36%. Mais voilà, cette polyvalence schématique, elle est très bien. Donc, la défense, beaucoup plus polymorphe, si j'ose dire, la transition, le spacing ou l'organisation offensive, c'est des très bons points. Les petites nuances à garder en tête tout de même, c'est à quel point est-ce que l'état de forme de 10 matchs peut être représentatif, à quel point est-ce que l'échantillon, ou de devoir affronter peut-être plus d'équipes un peu plus compétentes sur le reste de la saison et pas juste des Indiana ou des Brooklyn, ça va jouer ou pas. Et puis, la question du match-up en playoff et la question de est-ce que avec ce spacing-là, est-ce qu'en playoff, c'est pas trop 2 non-shooters? Je ne sais pas. Je vais vous laisser là-dessus. On refera le point peut-être d'ici quelques temps, peut-être dans une hebdo du lundi matin. Au moment où vous écoutez ce podcast, il y aura eu le match contre les Lakers, malheureusement sans LeBron James, mais bref, on va pas commencer à se perdre. C'est tout de même hyper intéressant ce qu'on voit de la part des Warriors depuis quelques matchs, et j'espère que ça va continuer ainsi, parce que potentiellement, les Warriors, comme d'habitude, et avec Stephen Curry et Draymond Green, de toute façon, seront toujours un poil à gratter extrêmement dangereux si le reste autour suit à un niveau suffisant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Bien entendu, j'espère que voilà, un petit format court de temps en temps, ça fait du bien aussi. Je pense à ceux qui, effectivement, ont 3 heures de route régulièrement. Bon, désolé pour vous, cette fois c'était que 45 minutes. Mais voilà, j'espère que on pourra confirmer tout ça sur la fin de partie saison, le dernier tiers de saison même. Dernier tiers de saison régulière. Et puis nous, de notre côté, qu'est-ce que, si je dis pas de bêtises, on a eu un podcast qui aurait dû arriver, qui n'est pas arrivé, mais c'est pas très grave, on se retrouve la prochaine fois, je pense, comme tous les lundis, pour l'hebdomadaire du Basket Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles sur iTunes, Spotify, les commentaires, YouTube, partout, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Vraiment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.